Aujourd'hui, je vais vous entretenir en particulier sur l'eau potable. Je pense que ça va compléter ce que Mme Babineau a présenté, avec une mise en contexte de la gestion de l'eau et vous expliquer pourquoi on se trouve aujourd'hui, en 2012, dans une situation avec beaucoup d'opportunités pour protéger les sources qui vont servir à l'approvisionnement en eau potable dans les municipalités du Québec, avec quelques exemples, évidemment. Pour vous rappeler, deux objectifs de la gestion de l'eau potable. Fournir une quantité suffisante, en premier lieu. En deuxième lieu, une qualité adéquate qui minimise les risques à la santé publique. De notre côté, une qualité d'eau de niveau esthétique acceptable, qu'elle soit buvable et qu'elle soit utilisée par les consommateurs, comme on avait évoqué hier. Ces deux objectifs doivent être atteints tout en protégeant les sources d'eau, la ressource, et en la conservant. Donc, des programmes d'économie d'eau potable en complément. Au Canada, c'est le gouvernement fédéral qui édicte des recommandations en matière d'eau potable. Là, on va parler de qualité d'eau potable, pour commencer, pour terminer en gestion des sources. Santé Canada émet des recommandations sur les objectifs de qualité à atteindre, mais ce sont les provinces qui ont le pouvoir de réglementer l'eau potable. Chacune des provinces peut déterminer à partir des recommandations canadiennes des normes de traitabilité, de surveillance d'eau potable, à la source, au traitement, à la distribution. Au Québec, c'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des parcs, ça a changé récemment de nom encore, qui gère l'eau potable, la qualité d'eau potable, et qui a publié un règlement sur la qualité de l'eau potable dont je vais parler tantôt. Et ce sont les municipalités, historiquement, mais également de fait, qui ont la responsabilité, lorsqu'ils distribuent une eau potable par un réseau d'aqueducs collectifs, de s'assurer que la qualité est bonne, c'est-à-dire que les règlements sont respectés. Donc les municipalités, oui, ils ont le droit de taxer, ils reçoivent des financements à partir des comptes de taxes, mais ils ont la responsabilité de fournir une eau potable adéquate et de gérer la ressource entre la source et le robinet du consommateur. Au Québec, de manière générale, environ de 40 à 45% de la population est alimentée par le fleuve. Alors c'est majeur. Alors le fleuve, c'est un grand bassin versant qui va jusqu'au Grand Lac en amont et en aval, jusqu'à l'estuaire, jusqu'à l'embouchure. Donc un immense bassin versant extrêmement difficile à gérer. Le reste de la population est alimenté par des lacs, par des rivières et par l'eau souterraine. Environ 30% de la population alimentée par l'eau souterraine, dans la moitié par des puits collectifs, ce qu'on appelle ici au Québec des puits municipaux, qui sont gérés par les municipalités, et l'autre moitié par des puits privés, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés à des réseaux collectifs. Par contre, ça paraît peu en termes de pourcentage de population, mais c'est beaucoup en termes de municipalités, parce que ça donne que ce sont les tout petites municipalités, les petites, qui utilisent davantage l'eau souterraine pour des fins d'approvisionnement, compte tenu qu'ils n'ont pas les économies d'échelle nécessaires pour utiliser l'eau de surface et la traiter adéquatement. Ils utilisent des eaux qui sont de meilleure qualité a priori, et aussi parce qu'au Québec, en ayant une densité de population si faible comparée à la France, les municipalités sont loin, les petites municipalités sont loin des grands centres, alors c'est très difficile de créer d'économies d'échelle et de brancher ces petites municipalités au sud du Québec qui sont beaucoup situées en milieu rural pour améliorer l'approvisionnement en eau potable. Donc ces municipalités ont la responsabilité de gérer à elles seules l'eau d'approvisionnement pour leur population. Ça, c'est une carte de la CMQ, qui est la communauté métropolitaine de Québec. Ça inclut évidemment la ville de Québec. Si je suis capable... c'est pas ça le pointeur. Ça, c'est la ville de Québec. Ça, c'est la ville de Lévis. En général, on l'a mentionné, les grandes municipalités de la grande région de Québec, Québec et Lévis, utilisent surtout de l'eau de surface. Usine de traitement, le fleuve Saint-Laurent. D'ailleurs, nous avons à Québec les 2 dernières prises d'eau potable de tout le bassin du Saint-Laurent. À partir de l'île d'Orléans, l'eau n'est plus utilisable pour des fins d'eau potable compte tenu de sa salinité.
Donc, deux prises d'eau sur le fleuve, la prise d'eau sur la rivière Saint-Charles, très importante, la prise d'eau sur la rivière Montmorency, également très importante. À Lévis, une prise d'eau très importante sur le fleuve et une prise d'eau très importante aussi sur la rivière Chaudière. Donc, ce sont des grands bassins versants, de relativement grands bassins versants. Par contre, lorsqu'on commence à sortir de la région urbanisée, au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, et d'ailleurs à l'île d'Orléans, que peut-être nos collègues bordelais ont visité ou vont visiter, là, ce sont surtout des cas d'approvisionnement en eau souterraine, des milieux très agricoles, c'est-à-dire des puits qui sont creusés à des endroits où se trouvent des sources potentielles de contamination de l'eau souterraine. J'ai parlé tantôt des municipalités qui sont les principales responsables de l'approvisionnement en eau potable. Oui, il y a, comme on l'a mentionné, une quarantaine d'organismes de bassins versants au Québec qui ont comme objectif de faire des plans directeurs de l'eau. Et dans ces plans, il peut avoir, il y a en tout temps, des objectifs de protection de la ressource, indirectement de la protection des prises d'eau potable. Mais du point de vue administratif et légal, ce sont les municipalités qui ont le droit de gérer le territoire. Je vais en parler tout à l'heure parce que ça a des implications importantes sur la protection des sources, parce que vous savez, les bassins versants n'ont pas les mêmes limites administratives que les municipalités, dont les limites sont carrément politiques. Encadrement réglementaire, donc le Québec s'est doté en 2001 d'un tout nouveau règlement sur la qualité de l'eau potable par rapport à celui qui existait avant, une grande mise à jour des normes sur la qualité de l'eau potable qui a été remise à jour cette année en 2012. Et donc c'est un règlement qui est émis par le ministère de l'Environnement provincial et que tous les responsables des systèmes d'approvisionnement, en l'occurrence les municipalités, grandes et petites, doivent respecter. L'élément déclencheur de ces règlements a été un événement majeur qui a eu lieu en Ontario, une petite municipalité rurale, un puits municipal en milieu agricole qui a été contaminé, une contamination qui a résulté en une épidémie très importante, 7 morts, beaucoup de morbidité. Ça a changé, ça a chambardé les milieux de l'eau potable au Canada et plusieurs provinces, dont le Québec, se sont dotées des règlements très rigoureux. Le règlement sur la qualité de l'eau potable du Québec est un des règlements les plus exigeants au Canada, beaucoup basé sur ce qui s'était fait aux États-Unis quelques années auparavant. Qu'est-ce qu'exigent ces règlements-là? Des normes de traitement, comment on doit traiter l'eau dépendamment du type d'eau, des normes de qualité, quels sont les paramètres qu'il faut respecter, physico-chimiques ou microbiologiques, des obligations de surveillance, fréquence de surveillance de ces paramètres-là, des procédures pour aviser la santé publique, aviser la population lorsqu'il y a des contaminations, notamment des avis de bouillir, et très important, les compétences des opérateurs de ces municipalités, de ces usines de traitement, qui doivent maintenant avoir des diplômes à un niveau acceptable pour pouvoir gérer des usines de traitement. Par contre, il n'y a pas actuellement un règlement qui exige une protection à la source au Québec. Oui, la protection du citoyen se fait à l'eau potable. On surveille la qualité de l'eau potable, c'est très exigeant, mais il n'y a pas une procédure légale réglementaire. Il y a des outils qui existent depuis un certain temps et qui ont été mis à jour dans les dernières années, qui indirectement vont favoriser la protection de la source au niveau de l'assainissement individuel. Il y a un gros programme qui s'est fait au Québec depuis début des années 80 pour assainir les eaux municipales, donc construction d'usines de traitement d'eau usée pour améliorer la qualité des cours d'eau, des règlements sur l'exploitation agricole, et un règlement en particulier qui gère les usages agricoles sur le territoire, et en particulier la gestion des déchets agricoles fumiers par rapport à la présence des cours d'eau en premier lieu et en deuxième lieu à l'eau souterraine, une politique de protection des rives pour créer des entampements entre le bassin versant et les ruissellements et les rivières, notamment les cours d'eau, et des réglementations sur les eaux usées pour les résidences isolées, c'est-à-dire la gestion des fosses septiques et des éléments épurateurs dans le territoire pour protéger les sources d'eau de surface et les eaux souterraines également.
Gestion de la source au robinet, on a beaucoup fait d'efforts sur le traitement de l'eau, sur la distribution. La réglementation est assez costaude. La gestion à la source, comme je dis, on commence à y penser. La ville de Québec, par exemple, oui, c'est une des premières villes qui a commencé par des initiatives locales, municipales à protéger la source, mais il n'y a aucune obligation pour les municipalités de se doter de plans de protection de source. Il va y en avoir très bientôt, probablement. Lorsqu'on parle de protection de source, on parle de territoire. Lorsqu'on parle de traitement, c'est ponctuel, un réseau de distribution, c'est une infrastructure, mais la protection d'une prise d'eau génère un territoire, la prise en compte d'un territoire qu'on appelle bassin d'alimentation pour les eaux de surface et qu'on appelle aire d'alimentation pour les eaux souterraines. Voilà, vous avez une prise d'eau et vous avez un bassin d'alimentation qui est l'amont, finalement, du bassin versant au point où la prise d'eau se trouve. C'est-à-dire que tout ce territoire-là qu'on voit ici va avoir une influence sur la prise d'eau. La goutte d'eau qui va tomber dans ce territoire-là, dans le bassin d'alimentation de ce point-là, va potentiellement avoir un effet sur la qualité de la prise d'eau. Donc, théoriquement, c'est tout le territoire qui doit être protégé. Évidemment, pour des questions hydrologiques et selon la manière dont les cours d'eau sont formés dans le territoire, il y a des endroits en rouge et en orange qu'il faudra protéger davantage parce que la probabilité que la goutte d'eau se trouve rapidement à la prise d'eau est plus élevée. Pour les souterrains, c'est un peu différent. Là, on parle d'aire d'alimentation qui doit être déterminée avec des études hydrogéologiques. Il faut bien connaître l'aquifère pour pouvoir déterminer une aire d'alimentation. C'est beaucoup plus complexe que déterminer un bassin d'alimentation pour une eau de surface. Et on parle au Québec depuis quelques années, parce qu'il y a eu un règlement, que je vais vous présenter tantôt, qui a fait la promotion, qui a l'obligation finalement de déterminer des aires de protection, des périmètres de protection que nous appelons au Québec des périmètres bactériologiques et virologiques. Finalement, pour déterminer les endroits où la probabilité qu'une eau contaminée par des micro-organismes se retrouve dans un puits, dans un captage municipal. Il y a donc par réglementation depuis 2002 l'obligation pour les municipalités ou les responsables de captage collectif de déterminer l'aire d'alimentation et les périmètres de protection. Mais il n'y a pas encore d'obligation pour utiliser ces informations-là en vue de protection et de faire un plan de protection, comme de faire un plan directeur de l'eau pour le bassin versant, de faire dans ce cas-là un plan de protection pour les territoires qui alimentent la prise d'eau, donc qui tient compte de ces périmètres-là. Par contre, les choses ont commencé à changer. En 2012, après plusieurs processus dans les dernières années, le ministère de l'Environnement, le MDDEP, que l'on va l'appeler ministère de l'Environnement, du Québec, a publié un projet de règlement. Ce n'est pas encore un règlement, mais c'est un projet qui va éventuellement devenir, dans les prochains mois, on espère, un règlement qui vise la protection des sources, avec beaucoup plus, on croit, d'éléments qui vont aller vers une obligation pour les municipalités à prendre en compte des risques sur le territoire, à prendre en compte du bassin d'alimentation, à prendre en compte de la vulnérabilité de sources d'eau pour déterminer les développements du territoire. Autant pour les prises d'eau de surface, la nouveauté, c'est qu'il n'y avait pas du tout de documents réglementaires pour déterminer les risques pour les eaux de surface et une mise à jour du règlement sur les captages souterrains, accompagnée d'une stratégie. C'est-à-dire que le règlement a des obligations de documentation des risques, de la vulnérabilité, mais ce sont les municipalités qui vont devoir elles-mêmes faire des plans de protection, c'est-à-dire des plans d'aménagement, d'action pour s'assurer que les prises d'eau ne sont pas en danger. Donc, ça requiert une documentation très fine du territoire, comme Mme Babineau l'a expliqué, mais ça va requérir aussi une concertation avec les outils d'aménagement et d'urbanisme que nous avons au Québec, qui ne sont pas du tout actuellement harmonisés pour ces choses-là. Donc, protection de la prise d'eau implique une gestion physique d'une partie du territoire, plus ou moins grande, dépendamment
du type de prise d'eau. Il y aura des bassins d'alimentation qui auront des milliers de kilomètres carrés, comme il y a des aires de protection pour des puits, qu'il y aura quelques kilomètres carrés, quelques hectares à protéger. Ça va être très variable, parce que ça dépend de la caractéristique locale de chacune des prises d'eau dans le territoire, dans les caractéristiques biophysiques, mais également l'hydrogéologie dans le territoire. Qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer des conflits d'usage. Parce qu'en fait, on a géré le territoire dans le passé sans connaître l'existence de ces bassins et ces aires d'alimentation. Et on va inévitablement se rendre compte qu'on a commis certaines erreurs dans le passé, de bonne foi, qu'on va essayer de régler dans la mesure du possible, mais surtout, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre en compte de ces informations-là pour les décisions futures d'aménagement du territoire. Donc, on va devoir s'assurer, lorsqu'il y aura des conflits d'usage, d'harmoniser les usages et, très important, c'est la partie évolutive, d'adapter les outils d'aménagement du territoire. J'ai dit tout à l'heure que l'eau, la réglementation en eau potable et ces règlements-là vont être gérés par les municipalités. Au Québec, du point de vue administratif, le territoire est donc divisé et municipalisé, mais il existe aussi des comtés, ce qu'on appelle au Canada anglais des counties, qui s'agit d'un regroupement de municipalités que nous appelons ici au Québec des municipalités régionales de comté, des MRC, et ces MRC ont une responsabilité d'aménagement du territoire, de publier des documents, des mettre à jour de documents qu'on appelle des schémas d'aménagement, c'est finalement comme des plans d'aménagement, pour déterminer les orientations de développement du territoire, les affectations du territoire. Les municipalités, elles ont des plans d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, donc ce sont les municipalités qui déterminent le zonage dans leur territoire par règlement d'urbanisme. Donc, il va y avoir aussi une concertation entre ces deux outils, parce que de toute façon, déjà, toute municipalité est en concertation avec son MRC, parce qu'une MRC est la combinaison de plusieurs municipalités. Les conflits d'usage vont être réels. Alors, vous imaginez le nombre de cas qu'on va pouvoir déterminer au Québec dans lesquels des prises d'eau, des bassins versants des prises d'eau vont se trouver dans des territoires de plusieurs municipalités, éventuellement de plusieurs MRC. Évidemment, la prise d'eau qui est montrée là, elle desserve l'eau à la municipalité A. Mais que faire avec la municipalité B? Si la municipalité B appartient à la même MRC, la gestion et la concertation sera plus simple. Mais s'il n'appartient pas à la même MRC, peut-être pas. Donc là, la difficulté de concerter les actions municipales et administratives avec les actions des bassins versants dans les territoires. Un exemple dans la région de Québec, on l'a mentionné aussi hier par les politiques, aujourd'hui par la réglementation à Québec sur la protection des sources et en particulier de la rivière Saint-Charles. Ça, c'est la deuxième source plus importante de la ville de Québec, la rivière Montmorency en termes de volume. Ça, c'est la rivière Montmorency, un bassin versant immense pour la région. Vous avez ici des prises d'eau navales, donc finalement, le bassin versant le bassin d'alimentation de la prise d'eau n'est pas très différent du bassin d'alimentation de la rivière Montmorency. Tout ce qui se passe dans ce bassin versant va avoir un impact sur les deux prises d'eau qui sont utilisées pour Charlesbourg et pour Beauport, en l'occurrence. Ce qui arrive, c'est que Charlesbourg et Beauport sont... Charlesbourg, alors, c'est l'arrivée Montmorency. Charlesbourg et Beauport sont à Québec, sont dans le sud. Mais le bassin d'alimentation est à 95% à l'extérieur de la ville de Québec. C'est-à-dire que ça touche d'autres municipalités qui ne profitent pas du tout de l'eau de la ville de Québec. Heureusement, il y a une région, il y a une communauté métropolitaine qui comprend aussi les municipalités qui sont plus au nord. Dans les endroits où il n'y a pas de MRC ou de région qui permet de concilier les usages, on va se trouver dans des cas où on ne peut pas facilement agir, on va devoir carrément négocier avec les municipalités. Ça arrive également pour les captages. Ça, c'est un travail qui a été fait par mes étudiants à l'ESSAD dans le cadre d'un projet de recherche. Ça, c'est la région périurbaine du nord-ouest de la ville de Québec. Donc, une région qui est en développement important, qui est finalement un dortoir maintenant de la ville de Québec, qui commence à se développer pas mal. Il y a beaucoup de projets de développement dans ces régions-là.
Ça, c'est les captages municipaux. Ce sont des puits donc, collectifs qui alimentent une petite population de 2000 à 5000 habitants, dépendamment de la municipalité. Donc, ce sont les aires d'alimentation. Alors, les aires d'alimentation, elles sont hydrogéologiques. Elles sont plus ou moins grandes, dépendamment du puits. Et il y a deux aires de protection. L'aire de protection microbiologique pardon, bactériologique et l'aire de protection virologique. Évidemment, lorsque le territoire s'est développé dans les dernières années, on n'avait pas cette information-là. Donc, on superpose l'information sur les aires de protection avec l'information sur les usages du territoire. On se rend compte qu'il y a des conflits d'usage dans le territoire. Et ces conflits poseront davantage de risques si l'eau souterraine est physiquement vulnérable, c'est-à-dire si on utilise ici au Québec un indice de vulnérabilité hydrogéologique qui dépend de plusieurs paramètres basés sur, ça s'appelle drastique, qui dépendent de 7 paramètres et qui déterminent la vulnérabilité intrinsèque de l'eau souterraine, c'est-à-dire la probabilité que la goutte d'eau se trouve rapidement dans la nappe phréatique compte tenu des caractéristiques des sols, de la pente, de la conductivité hydraulique et d'autres. Lorsqu'on a des usages conflictuels à l'intérieur des périmètres de protection microbiologique et en plus la vulnérabilité de l'eau souterraine est importante, il faut agir. Mais comment agir? S'il y a déjà des usages avérés, il y a déjà à la rigueur des droits acquis. Pensons par exemple aux agriculteurs et au fait qu'il y a une loi au Québec, qui est la loi sur la protection des activités agricoles, qui protège les activités agricoles et qui zone le territoire en zones vertes et zones blanches, qu'on peut déroger, mais ce n'est pas simple de déroger. On se voit avec beaucoup de conflits au Québec potentiels, compte tenu qu'il y a là environ la moitié des municipalités sont approvisionnées par les eaux souterraines, et certaines d'entre elles sont obligées, depuis 2002, à déterminer ces aires de protection-là. Pour terminer, les outils d'aménagement du territoire au Québec, bon, deux principaux outils, les plans d'urbanisme pour les municipalités, les schémas d'aménagement et développement pour le MRC, donc les comtés. C'est les deux outils principaux qui vont devoir être adaptés et qui vont devoir incorporer les plans de protection que les municipalités et les MRC vont développer peut-être dans 10 ou 15 ans. Ça va prendre encore du temps parce qu'il n'y a pas encore de règlement et il y aura toujours une période de grâce avant que les municipalités puissent faire des plans de protection. Les défis, en fait, les municipalités vont devoir établir l'état des sources, établir la vulnérabilité de leur prise d'eau. Alors, il y a plus de 1000 prises d'eau municipales au Québec. C'est énorme. Il y a certaines municipalités qui sont plus avancées dans le dossier que d'autres. Donc, leur vulnérabilité, faire des plans de protection, donc des analyses de risque dans ce territoire qui est le bassin d'alimentation ou l'aire d'alimentation, et de déterminer des stratégies pour protéger la source. On est loin de l'objectif encore. Avec des défis, parce qu'il faut mettre en œuvre un plan de protection. Oui, on peut bâtir un plan de protection, comme on bâtit un schéma d'aménagement ou un plan directeur de l'eau, par exemple, mais il faut le mettre en œuvre. Pour ça, il faut des ressources, il faut de la volonté politique, il faut de la concertation, il faut modifier certains outils réglementaires et législatifs. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est elle qui chapeaute les règlements, les capacités des municipalités et des MRC à faire des plans d'urbanisme et des schémas d'aménagement respectivement. Il va falloir incorporer un savoir-faire pour les aménagistes pour comprendre l'importance de l'eau dans le territoire vis-à-vis de la protection, comment faire en sorte pour que les schémas d'aménagement tiennent en compte dans le futur de cette nouvelle variable qui est la protection des prises d'eau. Ça ne sera pas simple, mais ça devra être fait. Et les coûts que ça va faire, pas seulement les coûts de faire des plans de protection. Au Québec, quand on dit qu'il y a 500-600 municipalités de toute petite taille qui vont devoir faire des études, des analyses de risque, écrire des plans de protection, ça va coûter de l'argent. Et ces municipalités, en général, ils sont toujours en train de galoper pour chercher des ressources financières pour leur gestion. Ça ne sera pas simple. Donc, il y a un défi très important à relever au Québec et la volonté politique est là parce qu'il y a un règlement un projet de règlement qui est publié. Ça veut dire que dans quelques années, nous aurons un règlement
et donc peut-être une meilleure prise en compte de la ressource vis-à-vis de l'eau potable. Voilà, merci.